Bienvenue à Bonjour. cette conférence pour étudier son marché pour construire une offre gagnante. Je me présente, je suis Edith Tertrais, conseiller création à l'espace entreprendre de la CCI de Rennes. Nous accompagnons les porteurs de projets dans leur création d'entreprise en amont et nous avons des conseillers entreprises qui peuvent vous recevoir ensuite pour prolonger cet accompagnement. Donc avec Monsieur Cloarec, on va animer cette conférence. Bonjour, moi je suis Patrick Cloarec, je suis le gérant d'une petite société de conseil en entreprise qui s'appelle Nexima. Nexima existe depuis à peu près une quinzaine d'années et nous travaillons à la fois à peu près 50% pour les créations d'entreprises et 50% pour le développement d'entreprises. Quel est le boulot de Nexima ? En fait, le métier de Nexima, c'est d'aider les porteurs de projets à affiner le concept de leur projet en termes de métier, en termes d'offres, et de les aider surtout à lancer leurs produits commercialement sur le marché, pour que ce soit une réussite. Donc les accompagner pour que ce soit une véritable réussite. Voilà notre métier. Bien, quand on a un projet de création de reprise d'entreprise, il est essentiel, important de travailler son approche marché, de bien étudier son marché. On va donc aborder comment on peut procéder, voir l'étude de marché dans un premier temps, comment construire une offre définitive, et puis comment aborder l'accès durable au marché. Alors, pour le premier point, étudier son marché. Donc, quand on a un projet de création de reprise d'entreprise, on se pose beaucoup de questions. Et notamment lors de la partie approche marché. Donc, il va falloir se poser toutes ces questions. Vous en listé plusieurs. Elles ne sont pas forcément toutes sur nos slides, dans la mesure où il y en a beaucoup. Donc, il va falloir déjà s'intéresser au potentiel du marché. Est-ce qu'il y a un marché ? Quel est-il ? Quels sont les besoins qui sont actuellement exprimés par les futurs clients ? Est-ce qu'il y a des besoins qui sont exprimés et d'autres non exprimés ? Et auquel cas, c'est à vous d'aller les chercher et d'interroger ces personnes pour savoir quels sont leurs besoins. On va s'intéresser également au comportement d'achat, que ce soit de l'achat de services ou de l'achat de produits. Il va falloir vérifier quels sont les comportements d'achat des clients. Donc on peut déjà lire de l'information, se documenter, mais aussi aller les interroger directement. Et puis, il va falloir aussi les fidéliser, les intéresser, ces clients qui sont consommateurs. Donc, comment vous allez avoir une offre qui va peut-être être différente des autres, ou bien est-ce que vous faites la même chose, puisque ça marche pour les autres, ça peut marcher pour vous, et comment vous allez pouvoir relayer, promouvoir mon offre et la vendre. Donc, à quoi ça sert les études de marché ? Tout d'abord et avant tout, ça va vous permettre de vérifier si votre projet est viable pour vous-même. Vous avez besoin de vous rassurer, surtout dans le contexte actuel. Et puis surtout, il va falloir rassurer vos partenaires, financiers notamment, pour leur prouver que votre projet est viable et que vous êtes en mesure, effectivement, d'exercer cette activité. Il va falloir estimer quelles sont les conditions de réussite de ce projet. Et puis, également, quand on a un projet de création d'entreprise, on est passionné. On a envie. Je rencontre tous les jours, donc je le sais bien. Et parfois, ce n'est pas facile d'être critique par rapport à son projet, parce que nous, on y croit, et c'est tant mieux. Et nous, on croit aussi à vos projets. Mais parfois, il faut être suffisamment critique, se poser les bonnes questions, et aussi mettre en place des attitudes correctives si on attire votre attention sur tel ou tel point qui est peut-être un petit peu un point faible. En fait, quand on est porteur d'un projet, on ne voit que les choses qui nous intéressent pour la réussite de notre projet. Et tous les signaux qu'on peut voir, qu'ils soient faibles ou forts, on les repositive à l'intérieur de son projet. Et il faut parfois un regard extérieur, que ce soit un conseiller d'une chambre ou que ce soit un conseiller extérieur. Ça peut être un ami aussi, ça peut être des gens de son réseau qui peuvent pointer les choses ou les voir d'une façon un tout petit peu différente. Comme on dit, pour voir les choses différemment, il suffit parfois simplement un petit peu de bouger. C'est ce que doit faire une étude de marché. Donc en fait, votre étude de marché pourra vous dire, comme le signalait Patrick, si vous pouvez créer ou pas créer, s'il faut que vous différenciez votre offre. Ça concerne aussi, bien entendu, la reprise d'entreprise et surtout, comment faire pour vous lancer. Est-ce que j'y vais, est-ce que je n'y vais pas ? Et cette étude de marché qui, j'en conviens, est souvent pas forcément évidente, donc est indispensable pour prévenir l'échec. Alors, ce n'est pas l'étude qui décide. L'étude vous apporte un élément qui va nourrir votre décision.
On peut voir des gens qui ont des résultats d'études de marché plutôt négatives ou un tout petit peu médianes et qui décident quand même de créer parce que le métier de l'entrepreneur, la passion de l'entrepreneur est plus forte et il peut avoir raison à terme. Moi, j'ai pu le rencontrer souvent. Il peut avoir raison contre les conclusions d'une étude de marché. L'étude de marché, c'est une photo à un moment donné, d'accord ? Et il faut savoir aller ou dedans ou au-delà de cette étude de marché. On peut noter, nous, par rapport aux porteurs de projets, aux créateurs d'entreprises, que 70% des échecs rencontrés sont liés à une étude de marché qui n'a pas été bien réalisée, une clientèle mal ciblée, des produits qui ne correspondent pas à ce qui est attendu sur le marché, ou bien une communication sur votre activité qui ne correspond pas et qui n'est pas assez forte. Alors, comment faire une étude de marché ? Tout d'abord, il faut analyser et comprendre son environnement. Quels sont les acteurs sur le marché? Quelles sont les tendances? Est-ce qu'il y a une opportunité? Votre idée, elle est peut-être nouvelle. Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce qu'il y a des menaces? Est-ce que c'est un secteur d'activité qui est en perte de vitesse? Est-ce qu'il y a des signaux forts? Est-ce qu'il y a des signaux faibles? Il va falloir clarifier les différents segments de ce marché et comment ça fonctionne. Identifier aussi qui sont les principaux concurrents et leur positionnement. On pourrait presque dire que c'est la première question à laquelle il faut répondre, c'est où sont mes concurrents? La plupart des porteurs de projets ont une vision de leur marché relativement étroite en disant je n'ai pas de concurrents, pour les gens qui sont éventuellement dans des projets innovants. Ils oublient simplement que ce n'est pas parce qu'ils font les choses différemment ou avec une technologie différente qu'ils n'ont pas de concurrents. En fait, il y a un tas de gens qui offrent des services ou qui délivrent un service plus ou moins proches et qui vont être des concurrents qu'on appelle directs ou indirects. Donc là, on est en train de brasser un certain nombre de notions, d'opportunités, de menaces qui sont des notions traditionnelles du marketing. Il faut aller juste au-delà de qu'est-ce que c'est qu'une menace. Je lisais Ouest France tout à l'heure. Vous avez décidé d'ouvrir un magasin quelque part du côté de la rue Saint-Michel, du 4 place Saint-Michel. Les immeubles vont être abattus. Ça va pas être accessible pendant 2 ans. Si vous avez prévu de faire quelque chose pas très loin du passage de la ligne de métro, peut-être que le chaland ne pourra pas accéder à votre offre. Donc ça, ce sont des véritables menaces. Il y a des menaces réglementaires qui sont bien connues, c'est notamment dans le domaine sanitaire, dans le domaine de l'environnement. S'il y a une norme dans l'environnement qui va devenir 10 fois plus difficile, si votre offre, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple ? Imaginez que vous vouliez faire un nouveau moteur diesel et que la législation sur les moteurs diesel change complètement et que ça devienne sans particules, ça devienne complètement interdit au niveau de l'Europe. Je ne pense pas, je rigole. Mais d'un seul coup, votre métier, il tombe à plat. Par contre, les opportunités, c'est que en France et en Europe, on a voulu et on a tout fait pour développer le diesel. Ça, c'est une opportunité. À vous de trouver ce type d'opportunité. Donc d'abord les concurrents, on oublie ces concurrents, on dit non, j'ai pas de concurrents, alors qu'il y en a en fait. On va dire en gros, le nombre de gens qui vont taper dans la même gamelle que vous visez, et qui vont partager l'argent, il ne faut pas croire, les industriels, les consommateurs, ils n'ont pas tant que ça de poche, ils ont toujours autant d'argent dans la poche, il y a un tas d'autres gens qui essayent de viser la même liasse de billets ou le même portefeuille que vous visez aussi. Et ça, tout le monde ne sera pas servi. D'un autre côté, une entreprise ne peut pas se développer dans un désert, donc plus vous aurez de concurrents, peut-être que ça vous aidera aussi, vous, à trouver votre place sur le marché. Donc pour poursuivre dans cette approche marché, il va falloir interroger qui seront vos clients, que ce soit des activités de service ou des activités de vente de produits, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Il va falloir estimer et comprendre quels sont leurs comportements d'achat, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs motivations, quel niveau de prix ils sont prêts à payer pour telle prestation ou pour tel produit, et de voir aussi qui pourrait être prescripteur, où est-ce qu'ils vont acheter, où est-ce qu'ils ont l'habitude d'aller acheter, vérifier tout ça. On le verra un petit peu plus tard, il faudra évaluer la taille du marché potentiel, combien de clients
pouvez-vous donc estimer avoir? Combien de ventes de produits vous allez vendre par semaine ou par mois ou par année? Et ça vous permettra de calculer un chiffre d'affaires approximatif et qui devrait être le plus correspondant par rapport à une activité possible. Vous pouvez t'appuyer là-dessus également par consulter des fiches métiers APCE qui vous permettront, on va le voir plus tard, d'avoir des éléments financiers. Et puis vous pouvez aussi être appuyé par des experts comptables notamment qui ont l'habitude du marché et d'activités et d'exercices comme les vôtres. Il ne faudra pas oublier donc la stratégie commerciale et les moyens de communication. J'en ai parlé tout à l'heure. Beaucoup d'échecs sont liés à une stratégie commerciale et à une communication sous-évaluée ou mal ciblée. Et puis, si c'est une reprise d'entreprise, il y a peut-être quelques repreneurs dans la salle, il faut s'intéresser aussi, aller interroger, observer, se documenter et vérifier l'image et la notoriété de l'entreprise qui est à céder. Et vérifier quel est son potentiel client. Est-ce qu'il a été en baisse d'activité ou est-ce qu'il était plutôt en augmentation d'activité? Et en quoi vous pourriez, vous, peut-être diversifier et élargir cette activité? Alors, on pourrait se demander que vient faire la stratégie commerciale au sein d'une étude de marché. Ce serait vouloir dire qu'une étude de marché ne sert juste qu'à évaluer le marché en termes de potentiel, de nombre, de prix, etc. Non, le but d'une étude de marché est d'analyser son marché et donc d'en tirer les moyens ou les idées pour savoir comment vous allez accéder à votre marché. Et ça, c'est par l'interrogation d'acteurs du marché, de tables rondes, on verra le type d'enquête qui peuvent être menées. C'est par cette interrogation-là que vous allez pouvoir percevoir comment votre client, un jour, va venir vous acheter votre produit. Donc il ne suffit pas de savoir qu'il y a je ne sais combien de personnes ou combien d'entreprises qui vont être intéressées par votre produit, mais de savoir comment ils vont l'acheter. Si vous ne savez pas comment ils vont vouloir l'acheter, vous ne saurez jamais comment vouloir le vendre. Il ne s'agit pas simplement de vouloir vendre quelque chose, il faut identifier comment les gens vont vous l'acheter et où ils vont vous l'acheter. Sinon, vous attendrez toujours que le client passe chez vous, mais bon, c'est une solution. Donc les informations à recueillir. Alors les informations à recueillir, ce qu'on vous a montré là, c'était effectivement des éléments un petit peu didactiques, un petit peu théoriques sur comment on fait une étude de marché. On analyse l'environnement, puis on analyse le marché, puis on analyse le comment faire, etc. Et là, il s'agit juste de brasser quelques éléments d'information qui sont intéressants de recueillir, soit pour donner quelques exemples, soit au contraire pour, comment dit-on maintenant, décomplexer le débat. Le marché est-il porteur ? On voit souvent des plans de porteurs de projets qui disent « je suis sur un marché porteur qui va croître de je ne sais pas combien de pourcents par an ». Ça peut paraître intéressant, ça ne donne pas véritablement d'informations. Si vous dites au début de votre projet « je suis dans le domaine d'Internet, c'est un marché qui croît de 30% par an », vous n'avez pas véritablement donné une information sur votre projet. Vous n'allez pas devenir d'un seul coup l'acteur majeur d'Internet dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans. Je vous le souhaite si jamais vous essayez. Mais vous n'allez pas pouvoir le devenir. Donc c'est pas forcément... L'intérêt n'est pas de se dire « je suis sur un marché porteur ». C'est de dire « qu'est-ce que je vais faire sur ce marché porteur et comment je vais pouvoir me servir de cette dynamique pour réussir mon projet ». Et on a d'énormes réussites, parfois, dans des marchés qui ne sont pas réputés comme étant porteurs. Tout simplement parce qu'il y a un tas de gens qui s'en désengagent, qui ne veulent plus aller sur ces marchés-là, parce qu'il paraît-il n'aurait-il plus suffisamment de valeur ajoutée. Et il suffit que quelqu'un avec une offre intelligente arrive sur un marché qui ne soit pas en forte croissance. Il peut, lui, être au contraire en très forte croissance et en gain véritablement de revenus. Donc, le marché est-il porteur? La question en elle-même, elle n'est pas suffisante. Par contre, il faut connaître comment la demande va évoluer, quelles vont être les tendances, c'est ça qui va définir si c'est porteur ou pas, et qui sont le nombre d'entreprises du secteur. Je vous parlais d'Internet, tout le monde va vers l'Internet. Forcément, c'est un marché porteur, il fait 30% d'augmentation. Mais plus il y a de gens qui vont vers ces marchés très porteurs, moins il y a de gens qui réussissent. Donc il ne faut pas aller non plus sur les marchés sur lesquels tout le monde va. Il faut arriver à trouver une petite différence. L'environnement est-il favorable? Je vous donnais déjà quelques exemples tout à l'heure sur le diesel, l'aspect réglementaire, l'aspect technologique. Il y a aussi l'aspect sociétal, les comportements d'achat ou les comportements des gens entre eux.
la famille évolue, les relations entre générations évoluent. Tous ces éléments-là sont à prendre en compte dans l'étude que vous allez faire par rapport à votre offre. Si vous voulez atteindre par exemple le marché des seniors, vous avez intérêt à comprendre comment les aspects comportementaux vont changer et comment les relations entre la famille, entre les différentes cellules familiales vont changer. Comment les marchés est-il organisé? Fournisseurs, prescripteurs ou acteurs clés? Il faut que vous connaissiez bien qui sont les gens qui travaillent déjà sur votre secteur. Pas simplement les concurrents, mais on va dire les faiseurs de roi. Il y a des gens qui arrivent et qui, si vous ne faites pas appel à eux, que ce soit en fournisseur, que ce soit en marque, ben vous n'arriverez pas à percer sur votre... Un exemple, peut-être que si vous allez dans un domaine de distribution, je sais pas, de vêtements alimentaires ou autres, si vous ne distribuez pas un certain nombre de marques, personne ne viendra déjà vous voir. Hein, parce que personne ne sera attiré par votre offre ou par des produits d'appel. Donc il faut faire attention à ce qu'il faut avoir au niveau de votre offre. Qui sont mes concurrents directs et indirects? On y a pensé. Hein, on a aussi ce qu'on appelle les concurrents dits de substitution. Pour vous donner un exemple, c'est ce qu'on appelle le voyage ou canapé. Si vous voulez faire une entreprise de distribution, je sais pas, de vente à emporter ou autre dans une grande artère de la ville, si vous en avez déjà 10, mais qui vendent d'autres produits, mais qui sont toujours alimentaires, ces gens-là sont vos concurrents, même s'ils ne vendent pas votre produit. Parce que de toute façon, j'ai toujours que 20 € dans ma poche. Si j'ai faim, je vais commencer par un produit, je vais commencer peut-être par un deuxième, mais à 10e, je n'en aurai plus. Quoi. Donc tous ces gens-là sont aussi vos concurrents, n'oubliez pas. Hein. Les conditions d'accès au marché, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une étude de marché est faite pour vous indiquer comment vous allez pouvoir accéder au marché. Quelles sont les façons, que ce soit une vitrine, que ce soit un commercial direct, que ce soit un commercial indirect, que ce soit un réseau de distribution. Tous ces éléments-là, vous devez les prendre en compte. Vous pouvez avoir un produit et décider de ne jamais le vendre en direct, hein, mais décider de le mettre dans un linéaire d'une grande surface, d'un grand magasin de distribution. Quel produit ou service vendre? On a toujours, quand on démarre, une idée de ce qu'on veut faire. Une idée assez précise de dire, ben voilà, ça c'est mon produit. Et en fait, au fur et à mesure qu'on en discute avec d'autres personnes, ou qu'on va le confronter au niveau de la réalité du marché par l'interrogation de gens, eh bien, on s'aperçoit que les besoins ne sont pas exactement comme on avait pensé. Il faut savoir le prendre en compte, il ne faut pas s'entêter sur le produit ou le projet auquel on avait pensé au tout début en disant que c'était forcément le meilleur. Il faut savoir écouter les gens pour dire, ben, on aimerait bien qu'il fasse ça, ou qu'il y ait tel service qui l'accompagne. Et, par exemple, je veux bien vous acheter tel produit, mais à condition que je sache que j'ai un service après-vente 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7, par exemple. Hein. Donc, bien écouter. Alors, à quel prix? Alors, le prix. Si vous avez un produit que les gens maîtrisent bien, c'est facile que l'étude de marché vous apporte cette notion de prix, parce que vous saurez les comparer, soit par rapport au prix de vos concurrents, soit par rapport à la valeur ajoutée supplémentaire que vous allez apporter. Si vous arrivez avec un produit qui a une certaine innovation ou qu'on ne trouve pas sous cette forme-là parce que vous avez changé les éléments de différenciation, la notion de prix est beaucoup plus difficile à aborder. Hein. On voit trop souvent des jeunes entreprises qui se battent sur le prix en disant « je vais apporter quelque chose de meilleur et en plus ce sera 2 fois moins cher ». C'est une façon d'arriver sur le marché. Hein. Il y a une façon d'arriver sur le marché, une lutte par le prix. Il faut quand même garder à l'esprit qu'il vaut mieux essayer de se battre sur sa valeur ajoutée en disant j'ai le meilleur produit du monde, je vais le vendre différemment et c'est pour ça que je pourrais le vendre plus cher, plutôt que de démissionner, on va dire, de la vente et de l'argumentation commerciale en disant si je le mets à moitié prix, de toute façon tout le monde va le vouloir. Eh bien, on s'aperçoit que c'est faux. Hein. Ce n'est pas parce que vous diminuez un prix par 2 que vous avez 2 fois plus de personnes qui viennent acheter votre produit. En plus, dites-vous bien une chose, c'est que si vous baissez votre prix, vous diminuez votre oxygène. Hein, parce que c'est en fonction des revenus que vous allez avoir, que vous allez pouvoir vivre, dégager de la marge et pouvoir dégager des revenus. Or, ce qu'on dit en stratégie d'entreprise, c'est que la bataille sur les prix, ce n'est pas la meilleure arme pour les petites entreprises. Et quand on est créateur d'entreprise, on est plutôt une petite entreprise. Donc si on commence déjà à diminuer son oxygène, on se met en difficulté. Alors, quel client ciblé? C'est au fait à qui je vais vendre, hein, et à qui je vais vendre
en premier, surtout. Alors, si vous avez quelque chose en zone de chalandise, vous allez me dire, c'est pas grave, hein, de toute façon, ils passent tous, il y en a bien un qui va s'arrêter. Non. Si vous voulez acquérir un certain type de client, vous allez faire quelque chose dans votre acte de vente ou dans votre acte de communication qui va faire que une personne ou une autre va s'arrêter ou une entreprise va s'arrêter. Donc, le ciblage des clients est un principe intangible, on va dire, de la fin de l'étude de marché. C'est par rapport à ce que j'ai appris, quels seront les meilleurs consommateurs. C'est ce qu'on appelle le ciblage. Alors autrement, où m'implanter, hein, pour ceux qui veulent faire des magasins, c'est connu. 3 facteurs de succès, l'implantation, l'implantation, l'implantation. Hein. Où sont mes fournisseurs? Alors on dit, mais à quoi ça sert les fournisseurs dans les marchés? On peut imaginer que si vos fournisseurs sont beaucoup, même si aujourd'hui la distance n'est plus toujours un problème, si vos fournisseurs sont très très loin, ça peut vous poser un problème. On peut avoir des éléments de proximité. Hein. Comment atteindre mes clients, on en a parlé. Et quels sont les moments propices à l'achat? Il peut y avoir, pour certaines offres, que ce soit des offres de consommation ou que ce soit des offres industrielles, ce qu'on appelle des saisonnalités. C'est-à-dire que quelqu'un va m'acheter mon produit à telle date ou pas à telle date. Il y a des gens qui savent très bien faire ça. Les gens qui vendent de la bière savent très bien qu'ils vendent plus à certaines saisons qu'à d'autres. C'est pareil pour les pizzas, c'est pareil je dirais pour les glaces ou les ice cream, mais c'est aussi pareil pour des éléments industriels. Les budgets d'un certain nombre de grandes entreprises se font à une certaine époque de l'année. Et donc, ils lancent leurs achats à une autre époque de l'année. Donc, ce n'est pas la peine d'aller essayer de leur vendre au milieu de l'année, juste avant les vacances, puisqu'en fait, ils vont engager leur budget à peu près, on va dire, au premier trimestre. Cette saisonnalité-là, vous avez intérêt à l'apercevoir, sinon vous allez avoir une action commerciale complètement diffuse, et vous allez faire des actions commerciales qui ne servent à rien pendant un grand moment. Donc, connaître ces éléments-là. Quelle est la durée du cycle de vente? Ça, c'est important pour l'argent que vous allez gagner. Si vous dites je me lance et vous faites votre business plan et vous dites c'est pas grave, le premier mois je gagne 10, le deuxième mois je gagne 20, le troisième mois je gagne, etc., etc. Et si en plus vous ne êtes pas aperçu, mais que votre cycle de vente, c'est-à-dire le temps de négociation, le temps de faire connaître votre offre, et le temps de négociation c'est 6 mois, vous ne toucherez pas un copec avant 6 mois. Si vous n'avez pas intégré ça au tout début, si votre étude de marché ne vous donne pas cette réponse-là sur le cycle de vente, eh bien vous risquez à un moment donné de ne pas avoir assez d'argent pour mener à bien votre projet. Donc cette information-là vous sert à savoir combien d'argent me faut-il au début pour aller jusqu'à mes premières ventes, toujours dans la création d'entreprise. Attention au cycle de vente, alors c'est vrai que dans des produits alimentaires ça peut être très rapide, hein, mais dans des produits industriels, voire même le cycle de vente peut être sur plusieurs mois. Non? Ah oui, pardon. Quel est le choix des outils de recueil de données? Alors, la plupart du temps, on commence par des études documentaires. Hein, le premier conseil, c'est, au fait, et si j'allais interroger les gens qui savent, qui ont déjà écrit sur quelque chose, et donc vous pouvez aller voir ou acheter des études si vous avez de l'argent, aller voir sur le web si vous en avez un peu moins, il y a aussi plein de choses. Méfiez-vous, sur le web, on communique toujours de façon positive, hein, donc on n'a que les éléments positifs, mais ça reste toujours intéressant. Ça, c'est ce qu'on appelle les études documentaires, les études qualitatives, et puis les enquêtes quantitatives. Alors les études qualitatives, c'est quoi? C'est d'aller interroger un certain nombre de personnes pour leur poser des questions sur l'attractivité de votre offre. Si j'ai ça dans la main, si je vous le présente, vous dites quoi? Que c'est bien, que vous en avez envie, que vous l'achèteriez, comment vous allez l'acheter. Donc c'est une succession de questions, on va dire, ouvertes à quelqu'un pour vous qui répond sur l'intérêt que pourrait ou la valeur perçue de votre offre. Ça, c'est ce qu'on appelle l'enquête qualitative. C'est souvent, ça peut être fait par des forums, ça peut être fait par des focus groups, ça peut être fait par de l'enquête au téléphone, ça peut être fait par, comment dirais-je, de l'enquête face à face. Hein. Mais c'est sur un petit nombre. Il ne faut pas non plus penser qu'une étude de marché, c'est quelque chose d'énorme et on va mettre 3 mois à le faire. Non, on peut aller interroger un certain nombre de gens. Alors, pas les gens de votre famille, les gens des amis, ils vont être aussi convaincus que vous, même si vous pouvez là. Donc, essayez d'aller un peu au-delà de votre réseau ou du réseau de vos réseaux pour essayer de dire si j'ai ça, qu'est-ce que vous en pensez? Les amis, ils ont toujours envie de vous faire plaisir et parfois, ils ne sont pas assez objectifs ou critiques. Vous pouvez aussi faire donc des questionnaires sur Google Doc. Hein. On utilise maintenant beaucoup plus les nouvelles technologies.
Et donc, ça vous permet d'envoyer un questionnaire à un plus grand nombre de personnes. Vous envoyez votre questionnaire à des personnes que vous connaissez, de confiance, qui les envoient elles-mêmes à des amis. Et donc, le questionnaire vous revient sur votre adresse mail, ce qui permet, dans certains cas, de limiter le nombre de questionnaires en face à face et qui vous permet de pouvoir avoir un peu plus d'enquêtes. On dit en moyenne qu'il faut 200 à 300 enquêtes, ça dépend des projets, pour pouvoir donc avoir des réponses fiables et pouvoir les analyser ensuite. Bien, pour cette étude de marché, il va falloir tenir compte du contexte économique actuel et de différents points. On peut noter, ça ne surprendra personne, que le taux d'épargne des ménages baisserait légèrement en 2012. Le pouvoir d'achat a baissé et si on en croit la presse, ça va s'accentuer en 2013. On a aujourd'hui, on vient de passer le seuil des 3 millions de personnes à la recherche d'un emploi. L'économie donc est plutôt atone, il y a moins d'investissement de la part des entreprises, notamment. La consommation a un petit peu baissé, mais un petit peu augmenté, mais très très modestement, plus 0,2%. Et on ne peut pas vous cacher, elles ne vous le cacheront pas, les banques sont plutôt prudentes, donc des financements parfois difficiles à trouver. Et il est donc essentiel et important pour vous de constituer un excellent dossier, un bon business plan ou plan d'affaires pour pouvoir gagner la confiance notamment de la banque et des autres partenaires financiers. Donc, quelle consommation aujourd'hui, pour poursuivre? Donc, on note des changements de comportement au niveau des consommateurs. Donc, le consommateur va se concentrer sur l'essentiel, sur le durable. Il va le réduire par obligation certaines dépenses. On note aussi l'apparition de comportements de consommation beaucoup plus responsables. On réfléchit, on peut se documenter, on peut échanger. On a des éléments de comparaison. Le phénomène de l'alterconsommation, succès de produits, des produits d'occasion. On n'a maintenant plus le même sens de la propriété. Il y a des circuits alternatifs, il y a des nouveaux comportements qui apparaissent, à la fois parce que c'est à la fois un nouveau comportement. On voit bien le succès des braderies, du Bon Coin, etc. On n'a plus le même sens de la propriété et on n'hésite pas maintenant à acheter en seconde main et à revendre en plus après. Ça se voit pour toutes sortes de produits d'ailleurs. On peut noter aussi une valeur qui est en hausse. On le voit bien parce que la grande distribution a su et est en marche pour ça. Donc de se rapprocher du client, donc le côté proximité, le côté intimité client. On a besoin aussi d'être connu, voire reconnu. Et puis on court tous après le temps, n'est-ce pas? Donc le côté gain de temps et le côté praticité, c'est quelque chose qu'on cherche. Qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs, plus on peut optimiser nos journées et plus ça convient. Donc, dans le même ordre d'idées, en tant que consommateur, on l'est tous. On recherche aussi le prix bas, la bonne affaire, l'aubaine. Si on peut se faire plaisir à moindre coût, pourquoi pas? Il ne faut pas s'en priver. Quelle consommation aujourd'hui également continue? Donc, on aime bien les produits authentiques, les produits du terroir. Peut-être particulièrement d'ailleurs en Bretagne. Le consommateur a besoin d'être rassuré. On aime bien les produits faits maison, les produits naturels et sains. Moi, je vois parmi les porteurs de projets que j'accompagne, c'est dans les questionnements d'aujourd'hui. Et puis, le consommer malin, donc quel que soit d'ailleurs notre âge. Donc on va interroger, on va regarder, on va comparer sur Internet, comme le disait Patrick tout à l'heure. Et puis on va peut-être même se dire je n'achète pas tel produit parce que ça ne correspond pas au tarif ou à la prestation que je souhaitais. Donc une population qui vieillit également. On a de plus en plus de seniors. Et donc des comportements qui changent et un besoin de services, d'accompagnement qui se fait important maintenant. Et beaucoup de personnes s'orientent vers des services à la personne ou des services d'accompagnement pour aider tout ce nouveau public de seniors. Surtout les seniors sont
On est senior à 45 ans, il paraît. Ouais, très vigilant, donc moi j'en suis un déjà, largement. Ce que je veux dire, c'est que les seniors sont très vigilants sur les aspects praticité, usage et autres. Donc si vous arrivez vers eux avec un produit qui est magnifique, mais sur lequel ils vont avoir une difficulté d'usage, on voit beaucoup aujourd'hui de produits, moi je travaille un peu dans la techno, beaucoup de produits à destination des seniors, parce que j'ai l'impression qu'on pense qu'on va pouvoir pallier certains déficits uniquement par la technologie. Les seniors ne raisonnent pas simplement technologie, ils raisonnent usage. Donc ce n'est pas parce que vous avez quelque chose qui est très performant que le senior va l'adopter rapidement. Alors ça, je suis sûr que je vais avoir un grand succès avec ce schéma, un bon schéma bien marketing, bien théorique ou autre. La seule chose que je veux dire aujourd'hui, c'est ce qui est juste en tout petit bas, c'est ce qu'on appelle PDM. Souvent, on vous dit, quand vous faites un projet, mais quelle part de marché allez-vous donc avoir ? Alors, moi, j'ai jamais su répondre à cette question-là, et pourtant, je fais des études de marché depuis 15 ans pour une jeune entreprise. Ça sert strictement à rien, une étude de part de marché. Ce qu'il faut avoir aujourd'hui au sein de la jeune entreprise, c'est de savoir dire comment je vais atteindre sur ce marché un revenu qui est significatif et comment je vais le faire croître. Mais la part de marché en elle-même n'a rien. Vous imaginez bien que sur un secteur d'activité, si vous me dites, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a ce problème-là et essaye de savoir quelle part de marché il va avoir ? Est-ce que quelqu'un a déjà écrit dans un document qu'il comptait avoir 10% du marché dans les 3 ans ? Donc 10% du marché, c'est impossible. 1% du marché, c'est très, 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 très difficile. Alors maintenant, pourquoi 1% ? Pourquoi pas 0,89 ? Pourquoi pas 1,21 ? Vous voyez bien que sur des marchés énormes, bon. J'ai rencontré un jour un client à moi qui mettait un petit instrument dans chacun des foyers. Donc à cette époque-là, il m'avait dit, il y a 22 millions de foyers, je prends 10% du marché, ça m'en fait 2 millions. Je multiplie par 0, etc., le nombre c'était en francs à cette époque-là, et dit, ben voilà, voilà mon business plan. Bon. La seule différence, c'est que pour faire ça, et pour aller vendre dans 2 millions de foyers, il allait faire comment ? Donc il devait d'abord embaucher une armée de commerciaux, donc une armée de responsables régionaux, plus une armée de directeurs commerciaux. Ça allait lui prendre 3 ans, donc de toute façon, il est sorti du marché bien avant. Donc ne réfléchissez pas en part de marché, ça ne signifie rien, notamment pour les raisons suivantes, c'est que déjà sur un marché, vous pouvez imaginer qu'il y a des gens qui ne vont jamais acheter votre produit, quel qu'il soit. Même s'ils sont comme tous les autres. Dans la salle, on peut dire, je ne dirais pas ceux de droite n'achèteront pas ça et ceux de gauche n'achèteront pas ça. N'y voyez pas un élément politique, c'est pas, mais il y a certainement, par rapport à une offre, 50% des gens au moins qui n'achèteront pas une offre donnée. Donc déjà, vous voyez, vous pouvez enlever ça. Et puis après, votre offre, elle n'est pas exactement comme le voudrait le marché. Donc c'est ce qu'on appelle, vous voyez j'ai pas de petit truc là, mais hop, il y a de moins en moins de marché. Et puis après, vous ne ferez pas commercialiser auprès de tout le monde, même si vous avez la plus grande vitrine du siècle. Et voilà. Puis ensuite, vous avez les concurrents. Donc quand vous analysez votre marché, vous voyez que votre part de marché, elle diminue. Donc elle n'a plus de sens. Le résultat de votre étude de marché doit être de dire, voilà quel est le type de revenu auquel je peux accéder et voilà comment je vais faire pour l'accéder. Si vous vendez de la nourriture rapide sur des lieux de travail, il y a un moment donné, vous allez pouvoir travailler entre 11h30 et 13h30. Voilà, et puis c'est tout. Donc vous allez être en économie de production. Donc bannissez de vos trucs cette notion de part de marché, qui n'a pas de sens pour les petites entreprises. Quand vous serez une plus grande entreprise, d'accord, avec plein de clients mondialement, vous pourrez raisonner en part de marché. Et puis, alors pareil pour les ménages. Le premier était peut-être un peu, comme on dit, B2B. Le deuxième, si vous voulez calculer un potentiel, ça peut être intéressant. Une approche. Une approche. Vous regardez le nombre de consommateurs, le nombre de ménages de la zone, si vous parlez pour un produit de ménage, le nombre de ménages de la zone, le nombre de dépenses sur ce type de produit. Si vous vendez des chocolats, des pains au chocolat, des choses comme ça, il y a toujours des consommateurs, pareil, qui n'achèteront pas. Vous pouvez diviser par 2. Et puis, vous estimez ce qu'on appelle l'évasion commerciale hors zone de chalandise. C'est tous les gens qui sont autour de votre commerce n'achèteront pas forcément ce produit dans cette zone-là, mais ils l'achèteront là où ils sont près du travail, sur une zone de migration, comme on dit, parce qu'ils sont en train de passer par là.
Et ça vous permettra d'estimer le chiffre d'affaires. Donc n'oubliez pas cette évasion commerciale de gens qui vont aller acheter votre produit, mais ailleurs. Alors, retrouvez de l'information utile. Donc, la PCE est le site référence, l'Agence pour la création d'entreprises. Donc, notez bien ce site. Vous pouvez regarder déjà depuis chez vous, www.apce.com. Mais vous pouvez aussi accéder à des fiches, notamment à la Chambre de commerce et dans les différentes chambres consulaires. Les sites officiels et gouvernementaux, donc tout ce qui est en .gouv.fr par exemple, l'INSEE également pour toutes les données démographiques et économiques, Google.fr, on google tous les jours, donc il ne faut pas hésiter à continuer. Et comme le disait Patrick tout à l'heure, du coup il faut analyser, trier et vérifier les éléments. Les chambres consulaires, donc les chambres de commerce, les chambres de métier ou les chambres d'agriculture peuvent donc apporter une aide importante. On a un espace entreprendre, notamment à la CCI de Rennes, mais vous pouvez voir aussi auprès des autres chambres consulaires pour venir consulter de la documentation, notamment l'après-midi. C'est ouvert l'après-midi. Un site que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas déjà, themavision.fr. Et vous pouvez vous abonner pour recevoir d'ailleurs la lettre de diffusion. Tout ce qui est société.com, Infogreffe, ces sites qui vont vous permettre de vérifier la concurrence, et également quels sont les partenaires, les clients, les fournisseurs, et surtout qui va vous permettre de connaître leur santé financière quand ils ont bien voulu déclarer leurs chiffres en ligne. Et pour les entreprises qui ne sont pas en société, vous avez la possibilité d'avoir accès aux chiffres qui sont compilés par les centres de gestion agréés pour les commerçants et les artisans. Ces chiffres sont accessibles chez les experts comptables et nous les avons également à votre disponibilité, donc à l'espace entreprendre de la CCI ou à la Chambre de métier de l'artisanat ou à la Chambre d'agriculture. Donc pour les professions libérales, il y a des chiffres également donc spécifiques aux professions libérales. Je continue parce que je vois qu'on est un petit peu juste sur notre timing. N'oubliez pas de solliciter les syndicats professionnels ou toutes les associations professionnelles. Ce sont des personnes qui sont du métier par rapport à ce que vous allez exercer. Donc, elles sont force de conseil et elles sont là pour vous aider, vous épauler, notamment parfois aussi pour les commandes, les quantités à commander, notamment par exemple pour un magasin de chaussures. On ne sait pas forcément et puis on commande souvent un an avant, par exemple. Les salons professionnels, n'hésitez pas donc à y aller. Et puis aussi donc à regarder sur tout ce qui est études nationales. Vous en trouverez au niveau du CREDOC, les études ZERFI, IFOP, TNS, Sofres, tous les sondages. La presse professionnelle et la presse régionale. N'oubliez pas ces deux vecteurs d'information. Il y a souvent dans les magazines des dossiers à l'intérieur qui peuvent concerner votre activité ou qui sont un moyen de recueillir de l'information. Et puis les annuaires d'entreprise, vous trouverez des informations sur AEF, les annuaires d'entreprise, sur le Compass, etc. Le Compass est accessible depuis chez vous pour certaines données, et puis sinon à la Chambre de commerce pour des données plus poussées. Et puis, et Patrick l'a déjà dit tout à l'heure, n'oubliez pas votre réseau, vos relations personnelles et professionnelles, et puis le réseau que vous allez vous construire en faisant toutes ces recherches. Alors, c'est dingue le nombre d'entreprises, de collectivités, d'associations qui collectent des données et donc le nombre de données, le volume de données qui sont accessibles, réellement accessibles ou disponibles, c'est dingue, il suffit d'aller les chercher, il s'agit d'aller les identifier. Dites-vous qu'en 15 ans d'études de marché, je n'ai jamais acheté une étude de marché. Je n'ai jamais donné de l'argent pour ça. J'ai toujours trouvé les données que je voulais. Donc elles existent, il faut aller les chercher. Elles n'existent peut-être pas sous la forme que vous aimeriez sur laquelle vous aimeriez les trouver, mais elles existent. À vous de les reconstituer après. Et de vous donner la peine d'aller les chercher ou de donner. Voilà. Et c'est important pour nous qui vous accompagnons dans vos projets, que ce soit vous qui réalisiez vos études de marché. Et vous pouvez aussi les confier à d'autres personnes, mais ça ne vous dispense pas de faire, vous, aussi votre propre approche de la question. On va peut-être y continuer. Oui, parce que sinon... Alors,
Oui, alors construire une offre gagnante, on a dit même une offre définitive. L'idée de l'étude de marché, c'est de faire en sorte qu'après cette étude, vous ayez tous les éléments pour dire finalement, mon offre, ce sera celle-là. Elle sera définitive, elle changera bien entendu, mais aussi elle sera gagnante. Alors, on dit le marketing, je continue, on y va plus vite. Le marketing, c'est facile. Hein, je peux vous dire, j'en fais depuis 15 ans. Alors, c'est facile, il faut quand même le savoir le faire, il y a quand même quelques fondamentaux. Mais au moins, il y a 3 fondamentaux là. La segmentation, le ciblage et le positionnement. Alors, c'est quoi segmentation, ciblage et positionnement? Peut-être vous le savez-vous déjà. Segmentation, c'est identifier les différentes familles de clients qui ont des caractéristiques et des comportements homogènes. Donc, il y a des typologies, il y a un certain nombre de choses, il y a beaucoup de choses qui sont écrites dessus. Si vous allez sur un marché dont vous savez qu'il y a quelqu'un qui a essayé déjà de critériser les comportements d'achat, allez voir, ça vous aidera pour comprendre ce que sont vos clients. Et il n'y a pas de produit ou de marché qui ne soit segmentable. Que ce soit la feuille de papier, que ce soit un stylo ou le plus gros système électronique, tout est segmentable. Hein. Donc, cherchez que ce soit un pain au chocolat, cherchez effectivement où sont les familles. Ne serait-ce que ça, ne serait-ce que de faire cet effort-là, de segmentation ou de réfléchir comment sont mes clients, est-ce que je peux les mettre en groupe? Déjà, ça va vous faire réfléchir à votre marché ou à la façon de le vendre. Parce que c'est bien ça qu'on cherche à faire dans l'étude de marché. C'est comment je vais vendre. Si vous identifiez un segment de marché qui réagit plutôt sur la couleur bleue, vous parlerez de votre produit en bleu, si je peux m'exprimer ainsi. Mais il faut que vous sachiez comment ils vont l'acheter. Si vous savez comment les gens préfèrent... J'imagine qu'en Belgique et en France, on ne mange pas exactement la même chose. Et c'est une façon de segmenter. Hein. Et vous avez des choses très simples pour segmenter. Pour les entreprises, il y a les petites, les grosses et les moyennes. Ça, c'est déjà une segmentation. Mais il faut savoir vers qui vous allez avoir. Donc, cibler, c'est faire des choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas faire... Une jeune entreprise, même dans 10 ans, ne pourra jamais atteindre tout le marché qu'elle peut imaginer. Donc il faut qu'elle sache par où commencer. C'est ça la réussite en fait d'une entreprise, c'est qu'elle va commencer par là où elle a le plus de chances de gagner l'argent, très vite. Hein. Le plus d'argent le plus vite possible. Donc il faut faire des choix, il faut faire des bons choix. Ça veut dire qu'il faut arriver à découper le gros problème en plusieurs petits problèmes et d'analyser ces petits problèmes-là pour savoir où est-ce que j'ai de chance de gagner. C'est comme une bataille, c'est comme une armée, c'est par où je vais attaquer. Hein. Et avec les armes dont je dispose, on n'a pas tous les mêmes armes, on n'a pas tous autant d'argent, on n'a pas tous autant de capacités commerciales, etc., etc. Quand on crée une entreprise, on a beaucoup de passion et on n'a pas tous les éléments du succès encore. Ça vient au fur et à mesure. Donc c'est pour ça qu'il faut aller attaquer là où on a des chances de gagner. Alors, oui, il faut donc avoir P égale F sur S juste pour le test. Tout le monde sait ce que c'est que le théorème de Pascal, bien sûr. Vous voyez, ça c'est un stylo. Hein. Vous avez un bout rond et puis un bout pointu. Si je fais la même chose avec le bout pointu, je me traverse la main. D'accord ? C'est exactement la même chose en commercial. Ce qu'il faut savoir augmenter en action commerciale, c'est ce qu'on appelle la pression commerciale. C'est le P. Et pour augmenter la pression, vous avez 2 solutions. Soit vous augmentez la force commerciale, c'est-à-dire que vous embauchez 2053 commerciaux, hein, soit vous diminuez la surface commerciale. Donc c'est ça la cible. C'est ça l'image de ce théorème du marketing. Une façon de gagner, c'est aussi de savoir se différencier. Hein, on dit toujours, vous pouvez vendre le même produit que tout le monde et avoir de la réussite, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais on a plus de chances de se développer ou de développer une entreprise gagnante quand on offre des différences, on va dire, à son marché. Il y a plusieurs façons de se différencier. Hein. La première, c'est créer de nouveaux critères de différenciation. J'invente complètement quelque chose. Alors l'exemple que tout le monde connaît, c'est un jour on est passé du payant au gratuit. Tout le monde a dit c'est super, c'est gratuit. Ce qu'on oubliait, c'est qu'on payait par ailleurs, où il y avait quelqu'un qui finançait. Il n'y a rien de gratuit, ça n'existe pas le gratuit. Hein. Par contre, on a l'impression que c'est gratuit. Donc le jour où quelqu'un est arrivé avec ce modèle économique-là, il a vraiment révolutionné ces éléments gratuits. Aujourd'hui, dans les jeux vidéo, vous avez des jeux gratuits, puis des jeux très chers, et puis des consoles très chères. Donc celui qui est... Sauf que vous avez des jeux gratuits dans lesquels vous payez au fur et à mesure. On parle souvent de l'iPhone, parce que c'est vrai que ce sont des beaux exemples de marketing, hein, pour les gens qui aiment le marketing. Quelle est la révolution de l'iPhone? Est-ce que c'est le téléphone le meilleur? Non. Est-ce que c'était l'appareil photo le meilleur? Non. Est-ce que c'était la plus grande performance? Non. Non, il n'a pas inventé le téléphone. Par contre, il y avait des usages à l'intérieur, et il y avait surtout quelque chose d'énorme.
il y avait ce qu'on appelait iTunes. C'est ce qu'on appelle l'écosystème. iPhone était fait pour marcher avec iTunes. D'ailleurs, ceux qui ont un iPhone savent très bien, hein, c'est que la première chose qu'on vous demandait, c'était votre numéro de carte de crédit pour pouvoir aller sur iTunes. Bon, ça, il l'a inventé. Tout le monde le fait maintenant, mais il a inventé l'écosystème. Donc ça, vous changez donc le jeu concurrentiel. Effectivement, plus personne ne peut vous suivre. Et ça c'est le must. Si vous savez faire ça, si vous avez dans les mains à la fois un produit qui s'y prête et la capacité économique et commerciale de le faire, alors là, foncez, c'est ce qui fait les plus grands succès. Apporter le plus de valeur, on dit bien de la valeur. Hein. Donc, c'est pas parce que vous apportez un ordinateur qui va 10 fois plus vite que l'autre que vous allez avoir une meilleure offre. Non. La valeur, c'est l'usage, c'est les bénéfices, ce sont les avantages. Donc, si vous en apportez plus que les autres, éventuellement, vous allez être acheté plus que les autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire un couteau suisse non plus. Hein. C'est-à-dire qu'un couteau suisse, vous avez jusqu'à 21 lames, ou même plus, quoi. Donc 21 lames dans la poche, c'est lourd. Donc d'un seul coup, vous avez quelque chose d'une belle réussite fonctionnelle qui devient un usage qui n'est pas bon. Donc il ne faut pas faire non plus un couteau suisse. Apporter de la valeur, c'est ce qui est demandé par le client. Ou être meilleur sur des critères reconnus. Vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle le facteur clé de succès. Le facteur clé de succès, ce n'est pas simplement la performance du produit. Ça peut être comment est délivré mon produit. Hein. Ça peut être le service que je mets avec mon produit. Donc ces éléments-là qu'on appelle facteurs clés de succès, il faut que votre étude de marché puisse les identifier. Alors, ceux qui ont fait du marketing déjà, ou qui ont lu des livres de marketing, ont peut-être entendu parler des 4 P du marketing. Nous, on est arrivé jusqu'à 6, hein, en gros. Le produit. Aujourd'hui, un produit, ça va toujours avec un service. Et si vous avez une offre de service, dites-vous qu'aujourd'hui, vous pouvez faire un effort marketing pour les packager presque comme du produit. Donc aujourd'hui, cette séparation-là n'existe plus. Un produit se market ou s'étudie avec son service, et un service s'étudie comme un produit, comme une offre packageable. La politique de prix. La politique de prix, ce n'est pas simplement la hauteur du prix. Hein, d'accord ? C'est aussi la façon dont vous allez vendre le prix. Est-ce qu'il est gratuit, moitié gratuit, un peu plus ? C'est ce qu'on appelle tout le modèle économique. Ça aussi, l'étude de marché doit vous le dire. Comment je fais pour vendre ? Vous avez tous sur Internet, vous voyez les modèles premium, freemium, platine, silver, gold. Enfin, vous avez tous ces éléments-là. C'est ce qu'on appelle la politique. C'est la politique de prix. La politique commerciale, hein, comment je mets à disposition mon offre. La politique de communication, on va en parler très rapidement tout à l'heure, c'est de dire, c'est pas tout d'avoir la meilleure offre du monde, encore faut-il que je le fasse savoir. Si je n'arrive pas à le faire savoir, c'est fini. Donc, vous pouvez avoir une barrière à l'entrée. Si pour le faire savoir, il faut que vous dépensiez 2 millions d'euros par an pour faire savoir que vous avez le meilleur produit ou pour être au niveau de communication de vos concurrents, peut-être que c'est une grosse barrière financière. Mais il y a des gens qui dépensent 2 millions d'euros de communication. Vous n'avez qu'à voir dans une ville le nombre de panneaux 4 fois par 3 qui vous parlent des prix les plus bas. Hein, ça coûte quand même de l'argent et on n'a pas tous les moyens de se payer des plans médias à 800 000 € la minute de télévisé pendant 2 semaines. Donc la politique de communication, comment je vais faire ? On peut toujours rester sur des choses simples. Hein. La chose la plus simple, je crois, qui existe, c'est aujourd'hui, si vous créez une activité, Ouest France vous permet un petit encart là où vous la créez pour dire que cette activité-là est créée. C'est déjà une forme de communication. La politique de gestion client, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas tout d'avoir des clients ou d'avoir des premiers clients. C'est au fait de savoir comment je vais les gérer, comment je vais pouvoir les fidéliser, comment je vais les gagner, comment je vais les fidéliser, comment je vais pouvoir m'adresser à eux dans le temps. Hein, parce que comme on dit, c'est plus facile de gagner un client parce qu'on a déjà un bon client. Un bon client vous en amène un autre. Un mauvais client vous en fait perdre 10, c'est ce qu'on dit. Donc il faut donc pouvoir fidéliser ses clients. Et dites-vous bien quelque chose, c'est que quand un client voit que son fournisseur pense à lui, ça lui plaît beaucoup, il est content, il en parle encore un peu plus à ses voisins, et éventuellement il réachète. Donc il faut savoir comment amener sur cette notion de réachat. Vous savez ce qu'on dit, un bon client, ce n'est pas quelqu'un qui vient de vous acheter votre offre, hein. C'est quelqu'un qui vient vous l'acheter une nouvelle fois. Et la politique d'innovation. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a voulu mettre en avant tous les deux parce que dans la connaissance des projets qu'on voit, on est créateur de projet, on est plein de passion, on a quelque chose de nouveau, on se dit c'est le truc le plus beau du monde
Et puis, on y croit forcément, heureusement, autrement on n'irait pas. Vu, malgré tout, le parcours peut être parfois un petit peu difficile. Enfin, il n'y a pas que des rires, on va dire, dans la création d'entreprise. Il n'y a pas que des moments faciles. Et la politique d'innovation, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a eu une politique d'innovation, que ce soit technique, d'usage ou autre, quand on a voulu créer quelque chose, et on rame pendant 3 ans pour développer ça et développer son business, et finalement on oublie toutes ces notions de nouveauté, d'innovation qu'il faut en permanence rajouter. Si on oublie ça, on va se couper de son marché, on va se couper de ses clients. Donc il faut toujours penser, même dans les moments les plus difficiles, à comment je vais pouvoir renouveler mon offre, qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter comme valeur. Donc ça, c'est l'entrepreneur, en permanence, il doit apporter ces éléments-là dans sa réflexion. Et ce n'est pas toujours évident, ce soir, quand on est fatigué, de dire, et qu'est-ce que je pourrais faire encore de neuf? Alors l'accès durable au marché, c'est la finalité de l'étude. C'est que ce soit durable. Vous n'êtes pas là pour faire un coup, être sur le marché pendant 1 an et ensuite disparaître. Donc l'étude de marché doit vous donner les éléments qui vont vous permettre de créer quelque chose pendant au moins plusieurs années. Peut-être pas la peine d'aller voir au-delà de 5 ans, c'est très difficile de faire des prévisions au-delà de 3 ans, mais au moins que vous ayez cette vision dans le temps pour vous lancer. Si vous n'avez pas de vision dans le temps, c'est beaucoup plus difficile de se lancer. Alors, commercialiser, l'étude de marché doit conduire sur les meilleurs moyens à mettre, que vous devez mettre pour la mise à disposition de votre offre. Comment je vends, au fait? Je vends comment? Est-ce que j'ai une vitrine? Est-ce que je fais du porte-à-porte? Est-ce que c'est quelqu'un qui vend pour moi? Est-ce que c'est un distributeur? Comment j'organise ma fonction de vente? Est-ce que je dois embaucher 200 vendeurs? Ou est-ce que je dois utiliser les vendeurs des autres? Si on est sur une niche, je parlais d'une niche, peut-être que je n'ai pas beaucoup de clients. Donc c'est peut-être pas la peine. Mon action commerciale, elle est peut-être limitée. Donc ça aussi, ça doit être pensé. L'emplacement, on en a parlé tout à l'heure pour les commerces. La force commerciale directe et ses outils propres. Pas oublier qu'on pense souvent à une force commerciale, c'est quelqu'un qu'on appelle un vendeur, un téléphone, un ordinateur et une voiture. Ça ne suffit pas pour vendre. Même les meilleurs vendeurs, ils ont besoin d'outils. Donc quand on parle de stratégie commerciale, de plan d'action commerciale, il faut aussi savoir comment on va instrumentaliser, comment on va outiller les vendeurs au-delà des outils basiques. Et puis penser à la force commerciale indirecte. Pourquoi? Parce que parfois il est plus facile d'accéder à son marché par l'intermédiaire de ceux qui sont déjà en place, parce qu'ils ont accès à des clients, parce qu'ils savent comment ils se comportent au niveau de leurs achats, donc ils vont vous aider. Mais la force commerciale indirecte, forcément, elle prend au passage une marge qu'on appelle une marge commerciale. Et puis je voulais finir sur la communication, parce que c'est sur le savoir-dire, c'est comment on va dire, et on est trop souvent, quand on crée un projet, très centré sur son produit, sur son savoir-faire, sur ces éléments-là, et on oublie au fait sur comment on va le faire savoir. Et si vous ne savez pas dire à vos futurs clients ou à tous ceux qui peuvent vous aider quel est votre produit et quel est son avantage, vous allez mettre plus de temps à réussir. Donc, soigner sa communication, ça c'est évident. Soigner la présentation de son offre pour pouvoir développer son image et sa marque. Les notions d'image sont importantes. On préfère travailler avec un fournisseur qui a une bonne image, avant de parler de marque, plutôt que de travailler avec quelqu'un qui arrive ou qui n'a absolument aucune image et dont on ne connaît pas soit ses éléments de notoriété, et donc si on ne connaît pas sa notoriété, on met éventuellement en défaut sa capacité à délivrer une offre correcte. La marque, c'est ce que je vous souhaite tous d'avoir quand vous avez créé votre entreprise. Ça se développe au fur et à mesure, petit à petit. Alors, les franchises permettent d'avoir une marque directement. Si vous êtes création d'entreprise en tant que franchise, voilà pourquoi une franchise se développe aussi plus facilement. Et puis, peut-être qu'un jour, vous appellerez Google, Apple ou autre, et là, effectivement, ça devient plus facile de vendre. Alors, pour développer et pour faire savoir, bien sûr, il y a Internet. Aujourd'hui, on dit on n'a plus besoin de dépenser de la communication, il suffit d'utiliser Internet, c'est bon. Bien sûr, ça c'est vrai, on va donc faire un site web. On parle d'image de marque, on parle d'éléments. Tout le monde n'est pas capable de faire un site web communicant, correct. Aujourd'hui, vous pouvez acheter des choses sur Internet et développer des pages Internet pour pas très cher. On est tous d'accord. Maintenant, pour faire quelque chose d'un peu sexy, un peu sympa, où les gens ont envie de rester, c'est comme une vitrine. Tout le monde ne peut pas le faire.
Bien sûr, il y a les réseaux sociaux. Ça, c'est de plus en plus, c'est une arme de communication qui est très très intéressante. Soyez là aussi prudents, parce que autant c'est un excellent levier, autant si vous l'utilisez mal, ça devient une arme, une contre-arme redoutable. Et puis il y a tous ces éléments. On nous presse, Patrick, je vois des gros yeux. Des gros yeux. Alors je finis. Oui. Il y a tout ce qu'on appelle dans la communication, tout ce qui s'appelle les échanges écrits et oraux, c'est-à-dire tous les éléments qu'on va manipuler, que ce soit les présentations, que ce soit les documents, que ce soit le dire, la façon dont on téléphone. Tout ça sont des éléments de langage, des éléments de communication. Il faut à tout prix les soigner. Parce que c'est en ça qu'on vous dira, c'est un bon professionnel. Si vous faites des factures, une facture, ça peut être beau. Parce qu'il faut avoir le plaisir de la recevoir. Donc une facture, ça peut être joli, c'est un élément de communication. Et pourtant, on voit tellement de factures qui ne sont pas très très lisibles ou pas très agréables. Celle de mon plombier hier soir, je vous assure qu'elle est à revoir. Voilà. Et puis, gérer sa relation avec le client. Alors, on ne va peut-être pas avoir tout le temps de dire ce qu'on voulait dire. Il faut savoir comment reparler à ses clients, comment je vais pouvoir les fidéliser. Alors, il y a des choses assez simples, les parrainages, les cartes de fidélité, des choses comme ça. Mais il y a aussi d'autres éléments qui est de rentrer de nouveau en contact avec eux. Si vous utilisez des choses comme Viadeo, comme Facebook ou autre, ça va être de produire du contenu sur lequel ils pourraient être intéressés. Donc ils vont venir, ils vont entendre parler de vous. Et c'est une façon de gérer sa relation avec le client. Vous pouvez faire de l'information, faire des newsletters. Aujourd'hui, c'est facile d'écrire un blog. Si vous avez quelque chose à dire, ça peut être intéressant de le dire vers vos clients. Ils seront toujours contents soit de relayer cette information, soit de dire, vous savez, ça c'est mon fournisseur qui l'a écrit et c'est vachement pertinent. Bon. C'est une façon de se valoriser eux-mêmes. Voilà. Si vous avez quelques questions encore de ce marché. Donc d'abord, dépassionner l'étude de marché, ce n'est pas quelque chose de finalement très compliqué, mais il faut, si on avait quelque chose à dire, il faut la faire. Il faut vraiment la faire. Prendre vraiment le temps de la faire.